Moi, toi, lui, comment pouvons-nous être nous? Conférence donnée le 15 janvier 1977 au siège de Nouvelle Acropole, Madrid, Espagne. Nous abordons aujourd'hui ce sujet problématique. Il est évident que l'humanité est très ancienne, infiniment ancienne. De plus en plus, les recherches reculent l'âge de ce qu'on appelait les berceaux de l'humanité. Il est loin le temps où l'on pouvait penser que l'homme est apparu sur la planète il y a quelques milliers d'années. Et très loin également le temps où la science officielle admettait que l'homme avait un degré de civilisation récent. En réalité, toutes les découvertes archéologiques et toutes les déductions nous apprennent que l'apparition de l'homme est infiniment ancienne. À mesure que l'on plonge un peu plus dans le passé, comme quelqu'un qui mettait la main dans une boîte à surprise, il apparaît de nouvelles villes, des machines, des instruments et des œuvres d'art qui nous émerveillent, des expressions différentes de l'homme dans son ensemble. En Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique, ont existé différentes manières de voir les choses, différents angles, différentes positions. Certains ont voulu développer une beauté, une esthétique ou une éthique, d'autres un art de la politique, d'autres encore une science, d'autres enfin un modèle de coexistence qui leur a permis de subvenir à leurs besoins essentiels. À travers toutes ces manifestations, nous remarquons un élan inné chez l'homme, un élan d'union avec les autres hommes. D'une manière ou d'une autre, ceux qui étaient croyants ont exprimé cette union en affirmant que nous sommes tous enfants de Dieu. Et si nous sommes tous enfants de Dieu, il est évident que nous avons un Père commun et que nous formons tous une famille. Et ceux qui n'étaient pas croyants l'ont exprimé d'une manière opposée en formulant le sentiment que nous vivons tous sur cette terre et que nous avons tous le droit et le besoin d'avoir un toit, d'avoir du pain, de disposer d'un peu plus de dignité et d'un peu de liberté. Chacun, sous cet angle et de son point de vue, a voulu apporter des solutions aux besoins de l'homme, au besoin inné de s'unir aux autres. L'expérience la plus ancienne de l'union que nous connaissons, formulée de manière rationnelle, est celle que Platon nous a offerte dans son triple concept d'individu, société et État. Nous avons déjà abordé ce point et ce thème. Aujourd'hui, nous allons l'aborder sous un autre angle. Qu'a voulu dire Platon quand il parlait de l'individu? Il se référait non seulement à la personne humaine, mais à quelque chose d'encore plus profond à l'intérieur de chaque homme qui ne peut être divisé, élément ultime derrière toute chose, signification même du mot individu. Tous les êtres humains ont un corps physique, biologique, des émotions, un mental qui pense et quelque chose qui essaie de pressentir. Pourtant, nous avons tous en nous quelque chose qui est au-delà et qui ne peut se diviser. Quelque chose qui est l'observateur. Platon l'a souligné très habilement. Ceux qui un jour ont fait un exercice de méditation ou de concentration mentale savent parfaitement que durant le retrait psychique et le retrait du moi, il se passe toujours quelque chose. Lorsqu'on pense que quelqu'un ne sert à rien, c'est simplement parce qu'on n'a pas su découvrir à quoi il sert. Et cette conviction que tout homme et toute femme sont bons à quelque chose est le fondement de la société platonicienne. Platon pense que dans un groupe humain, il y a toujours quelqu'un qui excelle dans l'art de faire quelque chose. Supposons que l'un sache fabriquer des chaussures, qu'un autre sache tisser, qu'un autre confectionner des vêtements, un autre sculpter des statues,
de sorte que dans cette société un échange s'instaure. Celui qui sait le mieux produire les chaussures le fera pour tous les autres et tous seront bien chaussés. Celui qui sculpte le mieux les statues le fera pour tous et tous auront un bel ornement dans leur maison. Celui qui sait confectionner des vêtements le fera pour tous et tous seront bien habillés. Platon conçoit la société comme une intégration intelligente de chaque moi, où chacun donne non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Alors naît la relation entre le moi et le tu, c'est-à-dire la manière dont toi et moi pouvons collaborer et de quelle manière nous pouvons faire quelque chose ensemble pour que nous en soyons tous bénéficiaires. Platon ne s'arrête pas là. Après avoir évoqué l'individu puis la société, c'est au tour de l'État. Je sais qu'aujourd'hui, le mot État a un sens différent du sens philosophique grec. Lorsque nous évoquons l'État, nous pensons à une nation, à un pays, avec un certain régime politique. Platon le concevait également ainsi, mais avec un sens plus profond. Il pensait que, dans cet ensemble humain que nous appelons société, quelques personnes pourraient posséder certaines vertus plus développées que d'autres et les offrir à tous. Par exemple, il y aurait des hommes justes, des hommes mesurés, des hommes volontaires qui pourraient communiquer leur volonté ou leur sens de la justice à tous les autres. De ce point de vue, quand Platon évoque l'État, il parle de nous. Il nous parle d'un ensemble humain où nous pouvons participer de 3 facteurs. Le premier facteur est la conscience qu'il existe en nous quelque chose d'indestructible, au-delà de tout, auquel, pour éviter tout conflit, nous ne donnerons pas de nom. Nous pourrions l'appeler esprit, cause première ou encore de nombreuses manières. Mais il existe quelque chose qui est l'observateur de ce que nous faisons. Il y a quelque chose en moi-même qui vous voit en ce moment et qui me regarde en train de parler, et je m'entends moi-même comme vous m'entendez également. Ainsi, il y a tout un processus en nous qui nous amène toujours à ce point ultime. Le second facteur est le sentiment d'une association ou d'une société d'êtres humains qui s'appuient, travaillent et se soutiennent mutuellement, comme le font les 2 mains. Ces 2 mains sont opposées et différentes et pourtant, pour prendre quelque chose, j'ai besoin des 2. De la même manière, l'humanité a besoin de ce sens social pour apprendre, pour obtenir quelque chose de la nature, pour se nourrir et pour grandir. L'humanité a besoin également du 3e facteur, l'État, qui lui permet d'établir une relation métaphysique au-delà du monde environnant et matériel et de participer à certaines choses importantes qui dépassent la relation simplement biologique. Parce que la différence fondamentale entre l'homme et l'animal, en nous basant sur les réflexes du type Pavlov, est que l'animal obéit spontanément à ses instincts. Quand il a faim, il cherche de la nourriture. Quand il a soif, il cherche de l'eau. Quand son instinct amoureux se manifeste, il cherche à le satisfaire. Alors que l'homme, l'être humain, en revanche, peut les différer, les transmuter pour économiser consciemment son temps et son énergie pour faire une chose ou une autre. Supposons qu'en ce moment, j'ai envie de manger un sandwich au jambon. Je ne quitterai pas la pièce parce que vous êtes en train de m'écouter et par principe de base d'humanité, pour ne pas dire d'éducation, mot tellement déformé. Ce principe fondamental d'humanité en nous est le pouvoir de participer à quelque chose, mais cette participation innée chez les humains s'est vue très souvent altérée,
rompus et endommagés par des éléments de type culturel. Le processus de l'humanité est très long. C'est pourquoi nous ne remonterons pas à l'époque proto-sumérienne. Disons que, depuis l'époque cartésienne jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont établi des différences, des spécialisations parmi les hommes, désormais nécessaires puisque nous vivons dans un monde complexe. Mais ces spécialisations nous ont divisés, nous ont fait parcourir un chemin inverse de celui proposé par Platon, sorte de compte à rebours qui nous a conduits à un individualisme à outrance, valable quand il ne se transforme pas en égoïsme. Voilà le danger, l'égoïsme qui sépare un être humain d'un autre. Supposons que nous n'ayons pas de sujet d'échange et que j'ai une culture suffisante pour pouvoir parler de n'importe quoi. Supposons que je demande « De quoi voudriez-vous que je parle ?»« De philosophie ?» « Bien. Cette personne aimerait que je parle de philosophie. Mais si je parle des impératifs catégoriques de Kant, elle sera peut-être très heureuse alors que d'autres personnes s'ennuieront ou ne comprendront rien. Mais après tout, ce monsieur, de quoi parle-t-il? Si je dis à une autre personne, « De quoi voudriez-vous que je parle, madame? » Moi, je voudrais parler de la théosophie. Bien. Supposons alors que je parle de théosophie et que j'expose les doctrines qu'HPB a apportées en Occident et que j'évoque les rondes et les chaînes qui, selon elle, développaient les mondes. Ceux qui ne sont pas intéressés par ce sujet, quelle communication y aurait-il entre eux et moi? Vous, monsieur, de quoi voudriez-vous que je parle? D'archéologie. Eh bien, si je parle des découvertes de Shillman, qui est ce monsieur Shillman? Dirait celui qui n'aurait aucun intérêt pour l'archéologie. Nous constatons donc qu'il y a une barrière qui sépare les êtres humains des autres êtres humains. Et l'une de ces divisions, parmi tant d'autres, est ce que nous appelons aujourd'hui la culture. Soulignons ce que nous entendons aujourd'hui par culture. Une culture de spécialisation, de chapelle, de partis non politiques mais culturels, qui coexistent et rassemblent les hommes autour de totems. Si nous parlons d'art, ce serait alors notre sujet exclusif. Mais celui qui voulait que nous parlions de philosophie, ou la dame qui m'a demandé de parler de théosophie, ou l'homme qui aimait l'archéologie, peut ne pas être intéressé par l'art. Alors moi, ne parlant que de l'art, je fais de la culture, mais une culture au sens matériel qui divise les hommes. Ainsi, la chose fondamentale pour pouvoir redécouvrir ce courant atavique et millénaire qui tente d'unir les hommes, c'est principalement la rencontre avec nous-mêmes. En d'autres termes, nous devons nous redécouvrir nous-mêmes. D'abord, nous devons passer du temps à méditer et à réfléchir sur ce que nous sommes. Qui suis-je? C'est la question essentielle et élémentaire. Qui suis-je? Suis-je un amas de cellules, d'os et de chair? Suis-je un esprit revêtu d'un corps? Suis-je le résultat d'une coïncidence, la rencontre de mon père et de ma mère? Ou comme dirait C.G. Jung, ai-je été pensé depuis des milliers d'années? Suis-je le symbole de quelque chose? En d'autres termes, la question que nous devons nous poser, à laquelle nous devons répondre individuellement est « Que suis-je et qui suis-je » Ensuite, pour acquérir un sens social, nous devons essayer de sortir un peu de nous-mêmes de manière désintéressée. Essayer de nous mettre à la place de ceux qui sont en face de nous et découvrir comment les autres nous voient et ce qu'ils ressentent. Parce que, j'en suis sûr, si un être humain pouvait se mettre à la place de l'autre lorsqu'il a l'intention de l'attaquer,
S'il pouvait, par une sorte de sortilège, se glisser à l'intérieur de l'autre, il ne l'attaquerait certainement pas. Si l'exploiteur pouvait se mettre à la place de l'exploité et se voir de l'extérieur, il ne l'exploiterait plus. Si, pour un court instant, le voleur se glissait à l'intérieur de celui qui a rassemblé ses économies, fruit de son travail, peut-être déjà âgé et à la fin de sa vie, et dont l'appartement a été dévalisé, s'il pouvait se glisser à l'intérieur de cet homme, il n'agirait pas de cette façon. Si nous pouvions posséder la perméabilité psychologique et mentale de pouvoir sortir de notre peau qui est notre frontière, qui de tant nous unir au corps est devenue une frontière psychologique, il n'y aurait plus de différenciation de ressenti entre l'autre et moi. Si je marche sur le pied de quelqu'un, cela lui fait mal, mais pas à moi. Si je me marche sur le pied avec l'autre pied, je ressens de la douleur. Si je pouvais me glisser à l'intérieur de l'autre, si d'une manière ou d'une autre je pouvais voir et ressentir avec la même intensité que lui qu'en moi-même, au-delà de toutes les théories sociales, économiques, religieuses et morales, je sentirais mon prochain comme moi-même et j'essaierais de ne pas lui faire de mal. J'essaierai de faire le bien aux autres comme je le veux pour moi-même. Si nous pouvions concevoir une culture qui ne nous sépare pas sur les plans intellectuels, moral, émotionnel, supérieur et spirituel, si nous pouvions concevoir une culture qui ne forme pas des tribus, une culture qui ne sépare pas un homme d'un autre, nous pourrions retrouver un monde culturel qui serait au-delà de toutes les cultures préfabriquées, au-delà de toutes les structures vieillies qui nous séparent. Nous devons trouver le module que les Grecs appelaient philosophie, amour ou aspiration à la connaissance. Mais, qu'entendaient les Grecs par connaissance? La connaissance concerne ce dont je vous ai parlé précédemment, la connaissance de soi, celle qui permet de se glisser dans les autres pour ressentir ce qu'ils ressentent, celle d'acquérir la véritable fraternité humaine, et la connaissance qui permet de concevoir les choses dans leur plus pure abstraction, dans leur aspect substantiel de substare, ce qui soutient les choses. Cela nous conduirait à un nouveau concept du monde et de la vie. Il ne faut pas un gros effort mental pour imaginer que nous pourrions construire un monde différent. Nous, qui parlons de construire un monde différent, un être humain différent, on nous appelle idéalistes, et généralement avec un peu de mépris, ce sont les idéalistes qui veulent changer le monde, qui ne veulent plus qu'il y ait de pauvres et ni de gens agressifs. Et pourtant, les grandes œuvres de l'humanité, les œuvres de pierre ou de papier, de marbre ou de céramique, de verre ou de bois, ont été construits, rêvés et conçus par des idéalistes. Ce sont les idéalistes qui, depuis le fond de l'histoire, ont forgé de nouvelles normes et de nouveaux mondes et ont vu au-delà de la réalité, et non ceux qui se sont conformés à leur siècle et à leur époque. Aujourd'hui, nous avons un monde en crise. Nous vivons dans un monde troublé, où la solitude nous traque et nous mord tous les jours. Bien que nous vivions dans des mégapoles et que nous soyons généralement toujours entourés de gens, nous nous sentons souvent seuls, nous sentons que nous n'avons personne avec qui partager un rêve, une poésie, une protestation, une plainte ou des larmes. Comme il était courageux ces anciens Romains qui, lorsqu'ils pleuraient, versaient leurs larmes dans un lacrymatoire et disaient « J'ai pleuré pour telle chose ». Qui ose faire de même aujourd'hui?
Au contraire, nous essayons tous de cacher nos larmes. Qui ose verser des larmes dans un lacrymatoire et dire « J'ai pleuré d'émotion devant une telle musique » ou « J'ai pleuré parce qu'un ami est mort ». Aujourd'hui, nous essayons de cacher nos émotions, nos applaudissements, nos pensées ou nos larmes, et nous nous enfermons dans nos propres prisons. Nous devons redécouvrir cette posture psychologique particulière qui nous permet de ne pas avoir honte de ce que nous sommes et de le montrer au sens le plus élevé du mot. Il faut trouver un sens philosophique, pas uniquement un sens philosophique qui nous permette de parler de certains philosophes ou penseurs. D'une certaine façon, bien que je parle de Platon et qu'il m'ait aidé, Platon a vécu en son temps, dans des circonstances historiques particulières, et il est évident que je ne peux pas imiter Platon tel qu'il était à son époque. Même si Denis de Syracuse n'a pas pu le comprendre, si même Aristote l'a renié en bien des choses, comment pourrions-nous prétendre aujourd'hui suivre strictement Platon? Nous devrions plutôt capter l'esprit de ce qu'il proposait pour l'adapter et l'adopter en nous-mêmes. En d'autres termes, nous avons besoin d'une nouvelle philosophie de la vie, d'une nouvelle manière de chercher la cause des choses. Nous avons besoin également d'une nouvelle science, une science sans préjugés, différente, qui, lorsque l'on évoque la possibilité de l'existence du continent Atlante, ne répondent pas. Il est impossible de penser qu'il y ait eu un continent habité, avec des villes, des machines, de l'art et autres, il y a 50 000 ans. C'est impossible. Mais pourquoi? Parce que c'est impossible. De la même manière que l'on affirmait il y a 100 ans que l'existence de Sumer était impossible ou que l'on niait l'existence de Troie. C'est impossible tout simplement parce qu'il existe un dogmatisme officiel. Il faut donc une nouvelle science qui nous permette d'étudier sérieusement les choses qui échappent à l'ordinaire et à la banalité. Vous savez tous, car vous êtes informés, qu'il existe des expériences qui ont déjà permis de photographier et d'enregistrer une sorte de double éthéré des plantes, animaux et métaux. Cependant, sauf dans des domaines spécifiques, cela n'est pas enseigné aux jeunes parce que cela échappe au savoir courant. C'est de la parapsychologie, une chose rare sur laquelle il ne faut pas enquêter. Nous savons tous qu'en Orient, il existe encore quelques yogis et quelques mystiques qui ont certains pouvoirs parapsychologiques qui leur permettent de dépasser la douleur physique. Tout voyageur en Inde peut voir des hommes dans des positions complètement anormales jusqu'à ce que leurs bras sèchent et qu'ils restent comme s'ils étaient de bois, faute d'hydratation. Il est évident que ces personnes ont découvert une façon de ne pas souffrir, mais nous, qui continuons à utiliser des produits anesthésiques et l'aspirine, ne prêtons pas d'intérêt au fait que cet homme soit un yogi. Parce que cela se passe en Orient et que seul un orientaliste étudie cela. En d'autres termes, nous vivons dans un monde d'étiquettes. On en met une sur tout. Et si on ne sait pas laquelle mettre, alors on en invente une ou on prend la première disponible. C'est un orientaliste ou un parapsychologue. Nous avons besoin d'un nouvel art, d'un art qui nous transmette quelque chose auquel nous puissions tous participer et que nous puissions comprendre. Quand j'évoque un art nouveau, je ne parle pas de certains courants artistiques qui demandent à être expliqués. Je parle d'un art inné, d'un art qui soit comme la nature, que nous pouvons tous comprendre. Il est évident que nous avons besoin d'un art que nous puissions tous comprendre. Car si dans une peinture abstraite je vois un chemin, une autre personne voit un cyprès, une autre un poisson, quelle communication y aura-t-il entre nous?
Comment pourrions-nous commenter cette peinture? De quelle manière pourrions-nous la qualifier ou en dire quelque chose? Ou comment pourrions-nous l'aimer ou non? Il nous faut donc un art qui nous touche à l'intérieur, qui permette à notre intuition de le découvrir. Par exemple, quand on regarde encore aujourd'hui les ruines du Parthénon, avant de le comprendre, on sait déjà qu'il est beau et on le ressent comme tel. C'est ce que ressent le professeur d'art plastique, comme le touriste le plus ignorant, le paysan grec en disant que c'est beau, que c'est joli. En d'autres termes, le Parthénon a un impact spontané au-delà de l'apprentissage mental. Il est évident également qu'au sein de cette nouvelle science, nous avons besoin d'une nouvelle médecine qui non seulement inclut ce que nous appelons couramment la médecine allopathique, mais qui inclut également d'autres courants. Il existe des courants tels que l'homéopathie ou l'acupuncture qui donnent de bons résultats pratiques dans de nombreux cas, et pourtant de nombreux services médicaux refusent de les accepter comme étant des sciences subtiles. Il existe également des méthodes psychologiques et parapsychologiques telles que l'hypnose, qui sont une réalité, et pourtant, si certains tolèrent leur existence, d'autres la refusent. Nous nous heurtons à nouveau à la même barrière. Nous avons aussi besoin d'une nouvelle musique, pas uniquement d'une musique qui agisse sur nos instincts, mais d'une musique, ancienne peut-être, qui touche notre âme. L'autre jour, j'étais dans mon bureau et quelqu'un a mis un disque contenant un simple enregistrement de cloche. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Nous sommes si éloignés de la réalité, si loin de tout ce qui peut être naturel, qu'entendre des cloches aujourd'hui est pour nous un luxe, car nous n'en avons plus l'habitude. Je suis sûr que l'enregistrement du chant des oiseaux, du bruit de la pluie, ferait également beaucoup de bien, car nous avons oublié comment chantent les oiseaux et le bruit de la pluie sur les arbres ou sur la terre. Nous avons besoin de revenir à un monde naturel, qui est aussi un monde divin, un monde où les hommes peuvent participer, où ils peuvent entrer en communication, où ils peuvent parler de choses simples mais vraies et fortes, qui touchent le cœur de chacun. Moi-même qui vous parle, j'improvise devant vous. Vous voyez que je n'ai pas ce qu'on appelle vulgairement une anti-sèche. Je n'ai pas de notes sous la main. Qui est cet orateur qui sort une feuille de papier pour parler et dit « Je suis ici pour développer ». Et il lit son article qui a été préparé auparavant ou qui peut-être a été écrit par un autre. Comment peut-il parler en public, donner une conférence, être en contact avec les gens s'il ne les regarde pas, s'il est dépendant de ce qui est écrit sur le papier? Ainsi, il tourne le dos aux gens, à ceux qui sont venus chercher et entendre quelque chose, et bien qu'il ait les yeux ouverts, ils ne croisent pas leurs yeux. Quand on parle en public, quand on donne une conférence, il faut improviser et créer, sauf évidemment si le sujet est technique. Si je veux évoquer le spin quantique, je devrais lire quelques chiffres. Mais s'il s'agit d'un sujet humaniste, philosophique, politique, artistique ou littéraire, on peut arriver à cette improvisation afin de pouvoir recueillir l'expérience de l'attention du public. D'une certaine manière, l'orateur doit parler non pas de ce qu'il veut dire, mais ce dont les gens ont besoin. L'art oratoire, d'une certaine façon, comme tous les actes importants de la vie, est une sorte de magie, de sacerdoce, dans lequel un groupe de personnes s'unit, atteint pendant un moment une unité d'esprit, d'attention et de sentiment. Nous devons créer cette conscience. Si nous nous rappelons les derniers prix décernés pour la paix, par exemple des derniers grands prix Nobel, sans citer de nom pour offenser personne, nous réalisons à quel point entre en jeu la politique,
les jeux d'intérêt, les groupes de pression, pour affirmer qu'un homme a été l'homme le plus pacifiste pendant 1 an. Combien d'hommes pacifiques, combien d'hommes ont renoncé à blesser et pourtant ont été fustigés? Combien d'hommes se sont sacrifiés pour aider les malades, les faibles, les pauvres, les personnes âgées, sans avoir de prix Nobel ni de prix Pulitzer? Par conséquent, nous devons comprendre que ces récompenses officielles et ces nominations ont une valeur relative et nous devons avoir le courage de le dire. Notre proposition philosophique face à ce problème du « moi, toi, lui », comment pouvons-nous être nous, est basée sur ce que nous pourrions appeler une anticulture, opposée à la culture matérialiste et à certains aspects de la culture actuelle. Elle est basée sur la proposition d'une nouvelle culture, d'un nouveau sens de la jeunesse et d'un nouveau sens du risque. Savoir interpréter directement les choses, voir les arbres de nouveau tels qu'ils sont, entendre le bruit de l'eau lorsqu'elle coule et la comprendre, la sentir et que cela embellisse nos vies, être en contact avec les gens, leur parler sans préjugés, avec l'assurance qu'au fond de chaque homme et de chaque femme, il existe quelqu'un d'attentif quand on lui expose une vérité de manière sincère. D'une certaine manière, notre moi intérieur, notre âme, est comme un oiseau dans une cage. On peut l'entendre, on peut le voir, mais cette âme ou ce moi intérieur n'a pas la liberté de prendre de la hauteur. Il est emprisonné derrière les barrières de la matière et de la chair. Devant le jugement général de la société qui nous entoure, nous devons créer une nouvelle culture, fondamentalement une anticulture, sans nous préoccuper des noms ou des dénominations, mais en nous préoccupant davantage de ce qui existe à l'intérieur de chaque chose. Que nous puissions reconnaître les arbres, les animaux, les étoiles, que nous puissions nous reconnaître entre nous. Devant quelque chose que l'on ne connaît pas, qui est capable de dire « je ne sais pas ». C'était vrai à l'époque de Socrate. Si vous me posez une question sur quelque chose que je ne connais pas, je dirai simplement que je ne sais pas. Il n'est pas simple de savoir ce qu'est Nouvelle Acropole. On lui colle parfois une étiquette inexacte ou injustifiée. Nouvelle Acropole est simplement une nouvelle attitude face à la vie. Elle s'adresse non seulement à la jeunesse physique, mais également à la jeunesse intérieure que les Grecs appelaient l'Aphrodite d'or. Comme nous l'avons souvent dit, un être humain peut ne pas vieillir, même si ses cellules épithéliales se fripent. Un homme vieillit quand ses rêves et ses espérances s'étiolent. Ainsi, certains vieillards ont 20 ans et des jeunes en ont 80. Il y a des êtres humains qui, à l'âge de 70, 80 ans, continuent de créer, d'écrire des livres, de peindre, de transmettre leurs messages. Et il y a des jeunes qui, à 20 ans, sont abouliques et s'interrogent sur le sens de leur existence, sur ce qu'ils vont faire de leur vie. Ils n'ont envie ni de travailler, ni d'étudier, ni de se marier. Quel que soit leur âge, ces êtres humains ne sont même pas âgés. Ce sont des momies. Ramsès serait un jeune homme à la fin de sa vie. Ce que nous recherchons est une jeunesse intérieure qui rende le culte à la vérité, la force, au vrai sens du mot force. Quand on parle de Nouvelle Acropole, certains nous reprochent d'être violents. Nous ne parlons pas de force physique, mais de la force intérieure, de celle qui fait germer les graines, courir les vagues, qui incline le soleil sur l'horizon et fait courir les étoiles. Nous parlons d'une nouvelle philosophie qui peut nous aider à découvrir en nous-mêmes cette force intérieure qui nous rend optimistes, capables de réaliser ce que nous voulons faire et de vivre nos projets.
Je vous ai souvent dit que les pires cimetières ne sont pas les cimetières d'êtres humains morts qui se trouvent dans les villes. Les pires sont les cimetières des rêves que nous avons dans le cœur. Toutes les choses ratées, tout ce que nous n'avons pas pu réaliser, la personne avec laquelle nous n'avons jamais pu communiquer, le rêve que nous n'avons jamais pu concrétiser sur Terre, le livre que nous n'avons pas pu écrire, la poésie qui nous a échappé, le tableau que nous n'avons pas peint. Ce sont des échecs intérieurs. Ce cimetière intérieur est la croix que nous portons en nous-mêmes. Nous avons besoin d'une nouvelle vitalité qui nous permette d'être optimistes face à la vie, de commencer les choses, mais également de les terminer comme nous le voulons. Avoir la philosophie du risque et du courage qui nous permettent d'affronter le matérialisme qui nous entoure, qui essaie de nous envelopper, de nous écraser chaque jour, qui nous fait courir ici et là en quête de nourriture, de vêtements, de maisons, de lumière, qui fait que nous passons toute la journée à essayer que notre corps aille bien, en oubliant complètement notre âme, notre être intérieur et également les autres êtres humains. Avec ce courage, avec la nouvelle philosophie, avec ce nouveau concept de la vie, avec cette nouvelle verticalisation de notre être intérieur, notre moi peut communiquer avec toi. Et de là, il y a un moi et un toi. Il naît un nous partagé et grand, un nous qui, comme les pétales d'un lotus, sont séparés et divisés, mais unis autour d'un seul cœur. Concevons l'humanité avec ses différences, avec ses polychromies, ayons du respect pour les autres comme nous en avons pour nous-mêmes, mais réalisons que derrière la polychromie, il y a une seule toile, que derrière les sons et les silences, il y a une seule vibration de l'air, que derrière toutes les prières dites dans toutes les langues, il y a une seule mystique, que derrière tous les hommes du monde, il y a une seule humanité.